Mes chers amis, épisode pépite total, arrêtez ce que vous faites, écoutez, prenez 1 heure de votre temps pour passer du temps avec moi et surtout Jean-François Rial, qui est le génialissime fondateur de Voyageurs du Monde. Vous savez, cette agence de voyage qui a un peu réinventé sincèrement le voyage individuel. Il a une vision il y a 30 ans en se disant le voyage va complètement évoluer, va passer du voyage de masse à un voyage personnel, haut de gamme, attentif, presque intimiste. L'ère du nouveau voyage individuel est en train d'arriver et donc il s'est lancé dans cette aventure. Cet épisode est passionnant parce que Jean-François est quelqu'un qui se confie énormément avec beaucoup de sincérité. Il nous a parlé du financement de son entreprise, de comment il s'était endetté, de comment il ne s'était pas payé pendant plusieurs années. Il nous a parlé des regrets qu'il avait pu avoir. Il nous a parlé de moments personnels extrêmement forts et rudes. Bref, je le remercie 1000 fois. Il nous a même saupoudré d'une petite masterclass sur le réchauffement climatique brillante. Bref, écoutez cet épisode jusqu'au bout. Le crible que j'ai fait à la fin avec Jean-François est absolument génial. Je pèse mes mots. C'est un épisode coup de cœur pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs à le relayer si jamais cet épisode vous a plu. Vous savez que c'est comme ça que je fais connaître le podcast et ma chaîne YouTube. Rien d'autre, pas de publicité, donc je compte sur vous. Mais je ne vous en dis pas plus, laisse place à ma conversation avec Jean-François Rial. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps. Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Jean-François, je suis ravie d'être avec vous. Merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous faites pas énormément d'interviews en plus hors média, en tout cas en podcast. Et donc, j'ai bien envie qu'on s'installe confortablement dans ces fauteuils et qu'on parte pour 1 heure ensemble au sujet de votre parcours et puis surtout tout ce qui a fait aussi vos réflexions sur la vie et puis sur, bien sûr, Voyageurs du Monde. Mais du coup, pour commencer, j'aimerais bien qu'on remonte en arrière et qu'on reparte de votre enfance. Je crois que vous en avez pas trop parlé. Alors, vous me dites ce que vous voulez me dire, bien sûr. Mais je serais curieuse de savoir, le petit Jean-François, comment est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il a grandi? Comment était sa famille? C'était quoi ses rêves? C'était quoi sa personnalité? Alors mon enfance elle est assez simple, hein. C'est celle d'un enfant classique qui vit en banlieue lyonnaise, qui a des parents professeurs. Ok, qui était prof de quoi? Alors ma mère elle était professeure de français ou je dirais elle s'occupait des cas sociaux également, elle a fait plusieurs postes. Et puis mon père c'était un prof d'école normale mais en technologie. Ok. Et en fait, moi, j'ai baigné dans l'école. Il fallait être bon élève. Voilà. Et j'ai baigné dans la gauche républicaine laïque. Les valeurs de la République, l'égalité des chances, etc., etc. Le mérite. Et la culture. Voilà. Mon éducation, c'est ça. Entre Lyon, le Cantal, où on avait nos origines familiales, voilà, une enfance classique. Je ressemblais assez peu à mes parents parce que j'étais déjà très turbulent et très ingérable, ce qui m'a probablement donné ce tempérament d'entrepreneur. J'avais une sœur extrêmement calme, à l'opposé absolu de moi, qui est devenue cardiologue, hôpital public. Donc voilà, mon enfance est assez simple. J'ai fait beaucoup de sport, du foot, du hand, du basket. J'avais beaucoup d'amis.
Et vous aviez voilà. vous aviez des rêves quand vous étiez plus petit, des rêves de devenir un grand voyageur peut-être. Non, j'avais pas vraiment de rêve. J'ai toujours eu le rêve d'apprendre. D'accord. Apprendre, pour moi, ça, par exemple, en ce moment, j'apprends le grec moderne et j'apprends le Talmud. Ah ça Voilà. c'est original. Apprendre, pour moi, ça a toujours été fondamental. Et voyager, toujours voyager. J'ai toujours eu envie de voyager. Quand j'ai eu 15 ans, je suis allé en Union soviétique sous Brejnev. J'ai adoré. Incroyable. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé là-bas? Je voulais absolument aller comprendre ce pays. J'ai convaincu mes parents. Mes parents sont partis avec un groupe de profs, tous communistes, caricaturaux. On était les seuls à avoir un œil un peu critique avec mes parents dans ce voyage. Mais c'était passionnant parce qu'on a vu l'époque, j'ai visité Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à l'époque soviétique, et je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Quelque chose qui m'a marqué, par exemple, ça a été qu'on m'expliquait que le salaire d'une cantonnière qui rénovait les routes, une cantonnière russe, était plus élevé que celui d'un médecin professeur à l'hôpital, parce que il fallait compenser l'inégalité de la qualité du travail. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin faisait un travail passionnant, il avait fait des études passionnantes, donc il avait des capacités supérieures à celles de la cantonnière, et donc il avait beaucoup de chance dans sa vie, il avait eu des inégalités naturelles, d'accord, et donc il fallait compenser. Voilà. Alors évidemment, on sait que ça marche pas, hein, mais c'était quand même une idée que je trouvais à 15 ans magnifique. Je suis allé à 18 ans en Chine aussi en individuel pour la première année où les Chinois ont autorisé le voyage en individuel parce qu'il y avait que les voyages en groupe qui étaient autorisés. Je suis parti avec 2 copains. C'était ça mes rêves, apprendre. J'ai jamais su que j'allais devenir entrepreneur. Et que vous alliez travailler dans le monde du voyage. J'ai jamais su ça. C'est intéressant. Voilà. Quelles sont les valeurs les plus importantes que vos parents vous aient transmises et qui vous ont vraiment marqué? Les droits de l'homme. La valeur cardinale de ce que mes parents m'ont appris, ce sont les droits de l'homme et l'universalisme. Et ça m'a porté toute ma vie. Et aujourd'hui, ça fait partie des valeurs clés que porte Voyageurs du Monde. Et ça vient de mes parents. Bien sûr, c'est pas que moi, c'est aussi mes associés qui portent ces valeurs-là, avec leur histoire personnelle. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'ai appris avec mes parents, c'est les droits de l'homme. Moi, j'ai un souvenir permanent, c'est ma mère en train d'aider les gens dans les plus grandes difficultés sociales pour pouvoir sortir de leur situation pour les élèves et les parents d'élèves. Elle avait des enfants qui avaient leur père qui avait tué leur mère, enfin des trucs épouvantables, quoi. Les sortir, les élever. Et la deuxième chose, c'est de la voir écrire des courriers pour libérer les prisonniers politiques dans le monde entier en étant militante d'Amnesty International. Donc voilà. Oui, vos parents étaient très engagés quand même. Très engagés, très engagés, très engagés. L'universalisme, les droits de l'homme. Pour moi, le racisme, c'est quelque chose que je trouve profondément insupportable. C'est la pire des valeurs possibles. Et d'ailleurs, le monde d'aujourd'hui, qu'il soit politique nationale ou mondial, on voit bien qu'il va pas dans le bon sens. C'est une mauvaise nouvelle pour moi, bien sûr. Jean-François, je serais curieuse de savoir un peu plus comment vous êtes devenu entrepreneur, parce que si j'ai bien compris en lisant votre parcours, vous n'avez pas commencé par être entrepreneur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti d'études en vous disant je crée une boîte. Non. Vous êtes en fait rentré d'abord dans le monde du travail, vous avez gravi les échelons et vous êtes devenu, si je me trompe pas, directeur général d'une entreprise, c'est ça? Exactement, mais alors en fait, ça a été encore plus rapide que ça. Je suis rentré, j'étais statisticien, actuaire, mathématicien, et à l'époque, Mitterrand venait de gagner les élections, et à la grande surprise de tout le monde, il libéralise les marchés financiers. Il lance tous les produits un peu complexes, comme les contrats à terme, les options, etc. Et là, à l'époque, les financiers, ils ont besoin de mathématiciens pour un peu modéliser tout ça, etc. Et donc, je me fais embaucher comme premier job chez un agent de change qui s'appelait Tuffier Raviepi, un des plus gros agents de change de la place de Paris. Et puis, je bosse sur ces modèles-là, je conseille les traders, les market makers, etc. Et puis, un des fondateurs de l'entreprise, Georges Pi, qui était mon premier patron, me trouve très vite à la fois intéressant et insupportable.
Toutes les caractéristiques de Voilà. l'entrepreneur. Et il me met à la tête d'une entreprise qu'il vient de créer. Ah ouais. Incroyable, vous aviez quel âge? Bah j'avais, c'était en 85, 86, donc j'avais 23 ans. Ah oui, il avait Il l'audace. crée une petite boîte qui crée des logiciels, si vous voulez, d'aide à la décision pour permettre aux gens de prendre des meilleures décisions d'investissement sur les marchés financiers obligataires, les marchés de taux d'intérêt, pas les marchés actions. Et il me met à la tête de cette boîte. Très vite. Et puis il me garde aussi comme salarié dans la charge, donc j'avais un espèce de double poste. Et puis cette société avait comme actionnaire à la fois la charge, d'agent de change, et une autre société beaucoup plus grosse, qui faisait des outils d'aide à la décision sur les marchés financiers, qui s'appelait Fininfo. Et très vite, cette entreprise qu'on avait créée, cette filiale qui s'appelait Promatif, s'est mise à devenir concurrente de sa maison mère, Fininfo, et donc à un moment donné, c'était plus possible de continuer comme ça. Donc les deux actionnaires principaux se sont mis d'accord pour fusionner les deux entreprises. Et là, le patron de l'entreprise Fininfo, qui était beaucoup plus grande, il y avait déjà 70-80 salariés, me propose de les rejoindre en tant que directeur général adjoint. Moi, je trouve ça formidable, c'est intéressant, j'aime beaucoup, c'est des maths, j'ai toujours aimé le jeu, les maths, les calculs, etc. Je suis un espèce d'hybride entre l'ultra émotionnel et l'ultra mathématicien, vous voyez, c'est un espèce de truc bizarre, ce que je suis. Et donc, je vais là-dedans, et puis mes équipes qui bossaient avec moi dans la petite filiale me disent, écoute Jean-François, nous on veut pas y aller parce qu'il veut mettre à la tête un Américain, nous on n'a pas envie de bosser pour cet Américain, donc on va faire autre chose. Donc je vais voir l'actionnaire majoritaire de l'époque, Monsieur Jolin, et je lui dis, écoutez Gérard, formidable votre proposition, mais moi je vais pas lâcher ma team, donc je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire autre chose, donc je viens pas. Même si moi je m'entendais assez bien avec l'Américain en question. Et puis là, à ma grande surprise, il me dit, je m'en souviens, on était au Vésiné le soir chez lui, là j'avais 24 ans, Il me dit, écoute Jean-François, c'est pas grave, l'Américain je le prends pas, je vous mets directeur général. Et je me demande ce qui passait par la tête de ce monsieur. J'avais quand même une expérience de management très limitée. On allait introduire l'entreprise en bourse. Les comptes de l'entreprise allaient pas très bien. Ouais. Il m'a confié la direction générale de cette boîte. On a redressé les comptes. Et vous étiez stressé à ce moment-là? C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes quand même, quand on leur confie une responsabilité où ils sentent que c'est un peu trop pour eux, mais qui vont pouvoir faire cet effort, qui en fait perdent un peu confiance en eux et qui se disent, je vais pas y arriver. Alors moi, j'ai pas eu du tout ce genre de problème. Mais c'est bien. C'est certainement ce qui a fait que vous avez réussi à le faire. Et je pense que j'avais une forme d'inconscience aussi. Vous savez, quand on est jeune, moi, je suis un être hybride aussi sur un autre point, c'est que j'alterne entre l'énorme énergie et la mélancolie. Et là, j'étais dans une phase d'énorme énergie. Donc, j'étais un espèce de bulldozer qui avançait. Sans réfléchir, sans se poser de questions, quoi. Voilà. Donc, là, ces deux personnes, Georges Lepie chez Tuffier Viepi et Gérard Jolin chez Fininfo, ont découvert mes qualités, mon tempérament d'entrepreneur, et ont osé me confier de la direction d'entreprise quand j'avais 23, 24 ans, quoi. Donc, si je comprends bien, vous passez 8 ans aux manettes de cette entreprise. C'est ça. Que vous développez beaucoup, qu'on redresse, etc. Enfin, je dis j'essaye de m'inclure un peu dans votre succès, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, si je me trompe pas, vous avez une sorte de déclic et vous opérez en fait une reconversion après 8 ans quand même dans cette entreprise où tout vous sourit, quoi, si je me trompe pas, bien sûr. Pour prendre un risque quand même assez radical et racheter une boîte dans le monde du voyage, ce qui n'a rien à voir. Exact. Expliquez-moi. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on devait racheter Fininfo. Nous, les managers, dirigeants de l'entreprise, à son fondateur. Mais pour différentes raisons, ça n'a jamais pu se faire. Valorisation trop chère, on n'avait pas assez les moyens. Volonté du dirigeant de nous céder, mais à son goût, à son timing, à son moment, ce qu'on peut comprendre, c'était le fondateur de l'entreprise. Puis nous, on était des jeunes cons, un peu impatients, pas très politiques, un peu tête brûlée. Et donc, on s'est dit, bon bah ça suffit, on s'en va. On va créer notre propre entreprise. Bon.
Et puis là, on a commencé à étudier un tas de trucs. Mes amis qui sont toujours avec moi d'ailleurs, qui partagent complètement l'actionnariat et la direction de Voyageurs du Monde, étaient d'abord des entrepreneurs, et voulaient s'investir un peu dans des activités diverses. Mais moi, j'avais pas envie d'aller dans n'importe quel type d'activité. Et à ce moment-là, je suis parti 2 mois, 1 mois et demi exactement, dans le Sahara algérien. Et j'ai eu alors, quelques années avant d'ailleurs ce moment du rachat de Voyageurs du Monde, hein, c'était 2 ou 3 ans avant. Et j'ai eu un espèce de choc émotionnel, esthétique, spirituel, et je me suis dit, bon ben voilà, t'adorais l'histoire géo et les maths quand tu faisais tes études, ton truc c'est le voyage. Bon bah vas-y, maintenant que t'as vu que t'étais entrepreneur, lance-toi dans le voyage. Voilà. Et on a commencé par acheter une petite entreprise qui s'appelait Désert, qui était positionnée que sur les Sahara, qui a très vite été une catastrophe économique parce que elle faisait 90% de son chiffre d'affaires sur l'Algérie. L'Algérie s'est arrêtée du jour au lendemain. On a dû donc retravailler pour leur imposer. Moi, je faisais ça le week-end en plus de mon poste de directeur général de Fininfo. D'accord, donc c'était en parallèle en fait. Voilà. Et puis, j'ai appris ce métier. On l'a redressé. Et puis quand on a eu ces différents, enfin pas ce différent, mais enfin cette impossibilité de faire ce deal avec Monsieur Gelin, eh bien, on s'est dit on va investir dans le voyage. Et puis à un moment donné, on nous a proposé le dossier de Voyageurs du Monde, qui était une entreprise très différente d'aujourd'hui, mais qui avait déjà son positionnement sur la vente directe, avec ses spécialistes qui vendaient surtout des voyages en groupe. Et alors moi, j'étais client de Voyageurs du Monde. Par ailleurs. D'accord. Je connaissais le fondateur, que j'adorais, Claude Solière. Un maoïste capitaliste génial, insupportable, pour faire court. Bon. Aucune contradiction. Voilà. Bah, on en a tous, moi j'en ai beaucoup aussi, hein. Les gens sont jamais sans zéro, il faut jamais, bon, bref. Et donc, moi je trouve ce dossier fantastique. Je me dis que cette entreprise a la marque, les vendeurs spécialisés, la vente directe, un lieu magnifique pour pouvoir faire ce que je pense. Il existait déjà, il n'était pas aussi bon, bref, enfin il existait déjà. Et moi je me dis que il faut tout mettre sur le voyage individuel sans mesure, ce qu'on ne fait que très peu Voyageurs du Monde, parce que pour moi c'est l'avenir de ce métier et qu'on a tous les outils pour faire ça. Mais comme je suis passionné de voyage, que j'adore cette entreprise, je me dis, il faut pas que je fasse ça si y a pas des esprits plus neutres que moi qui analysent ce dossier de façon plus rationnelle. Et je m'en souviens, j'en parle avec mon ami Alain Capestan, qui est mon associé de toujours. Et je lui dis, écoute Alain, regarde ça. Dis-moi si c'est bien. Et si c'est bien, on y va. Si toi tu valides. Parce que moi j'ai trop d'affect là-dedans. Je crains de faire une erreur de raisonnement et de mélanger mes passions et mes envies. Et puis après, j'y mets une autre condition, c'est que non seulement tu valides, mais tu viens avec moi. Tu restes pas à Fininfo, parce qu'il était directeur général adjoint de Fininfo. Et puis, je me souviens, il revient le lendemain matin, Alain, comme d'habitude, il travaille comme un fou. Il avait étudié tout le dossier, il me dit, ce truc est génial, on fonce. Et il était complètement d'accord avec ce que je proposais sur le fait de tout mettre sur l'individuel. Et puis voilà, l'aventure est partie comme ça, quoi. Vous avez hésité à créer une boîte dans le voyage de zéro, je veux dire, plutôt que de racheter, parce que c'est quand même... Non, on n'a pas hésité à créer une boîte de zéro. On aurait pu le faire, mais on a trouvé l'outil qui correspondait pile à ce qu'on voulait faire, mais même s'il fallait lui faire 50 mutations. Et vous connaissiez le fondateur, ce qui permet quand même de mettre un pied dans la porte. Le fondateur, même si avec le fondateur ça a été très compliqué. Parce que mais il voulait vendre à l'époque. Mais il voulait vendre tout en gardant tout le pouvoir. Il voulait déposer le bilan pour créer un choc psychologique auprès de ses salariés. C'est un maoïste, hein. Il était brillantissime, il avait des idées incroyables, mais il était un peu compliqué. C'était très compliqué de travailler et de discuter avec lui. Moi, je m'entendais à peu près correctement avec lui, mais mes amis associés s'entendaient pas du tout avec lui, les salariés s'entendaient moyennement avec lui. Il était génial mais insupportable, ce que sont souvent de certains entrepreneurs, hein. Tout à fait. Voilà, c'est pas des gens classiques, quoi. Non. Mais bon, on a cohabité 6 mois ensemble, ensuite il est sorti, on a pris les rênes, on a modifié l'entreprise. On perdait de l'argent et la première décision qu'on a prise, c'est d'augmenter les salaires parce qu'il y avait un problème de salaire majeur et on est sorti vers le haut. Un peu comme Macron a voulu faire sur les dépenses publiques.
produire plus de richesses sans toucher au coût. C'est ce qu'on a fait chez Voyageurs et ça a fait un carton. Alors à l'époque, on a pris beaucoup de risques parce que on a mis toute notre fortune personnelle. J'allais vous demander, vous êtes obligé de me répondre, mais c'était autofinancé. Non, c'est intéressant de savoir comment les entrepreneurs, parce qu'on dit toujours les entrepreneurs, la flat tax, etc., etc. Mais enfin, faut avoir conscience que certes, on a gagné très très bien notre vie, on est devenu riche, c'est vrai, mais avant ça, on a mis toutes nos économies, on s'est pas payé, en ce qui me concerne, pendant 2 ans. J'avais juste gardé de côté ce qu'il me fallait pour vivre. Et on s'est endetté de 10 millions de francs chacun à l'époque. Et vous étiez 4 associés, c'est ça? On était 2. 2 associés, pardon. On était 2. Il y avait 3 autres qui sont venus avec nous après. D'accord. Mais les financements de bar et les risques au départ, ils ont été pris par Alain Capestan et par moi. Bon. Et juste ça, Jean-François, donc c'est hyper intéressant qu'on en parle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du risque qui est pris par l'entrepreneur et notamment financier et du coup personnel quand même à ce stade. Bien sûr. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un peu inconscient, mais ça a été quand même une sacrée décision à prendre. Et puis il a fallu embarquer votre copain avec vous. Ouais, mais alors je vais vous dire quelque chose, Pauline, c'est que souvent quand je parle à mes collaborateurs, aux médias, à l'extérieur, les gens pensent que je suis très sûr de moi parce que j'ai beaucoup d'énergie, que j'affirme les choses, etc., etc. Et en même temps, je suis quelqu'un qui est profondément animé par le doute. Le doute me construit. Le doute me permet d'avoir ce que j'appelle des anticipations, de sentir les choses. Parce que je m'alimente en échangeant avec plein de gens différents, en lisant plein de choses différentes, voilà, en ayant une démarche talmudiste de la progression de la réflexion. Bon. À ce moment-là, j'étais certain qu'on réussirait. Vous étiez certain? Certain qu'on réussirait. J'étais certain que le monde du voyage allait muter vers le voyage individuel, sous toutes ses formes, parce qu'il y a plein de formes de voyage individuel, dont la forme la plus aboutie est celle qui aujourd'hui a fait de Voyageurs du Monde ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le leader du voyage sur mesure, extrêmement pointu en termes de contenu, de services, de conseils. Mais j'étais convaincu que le tourisme allait passer du voyage en groupe au voyage individuel et qu'on allait faire un carton. Et donc, j'ai pas eu de doute. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais soit inconscient, soit trop optimiste, soit rêveur. Non, mais vous aviez une vision. Vous avez une vision du marché, en fait. Voilà. Et vous aviez vu quelque chose, en fait. Voilà. Mais après, on peut se tromper, Bien sûr. On peut se tromper, Faut pas croire, les plus brillants entrepreneurs se trompent, C'est vraiment pas garanti, quoi. Mais donc vous osez. Mais en tout cas, j'ai pas eu peur. Ouais, vous avez pas eu peur. Parce que je pense que quand on a peur, on prend pas les bonnes décisions. Parce qu'on avance, on recule. Nous, on a avancé là-dessus. On a foncé, on a mis tous les atouts dans notre camp pour réussir ça. Hyper intéressant. Donc vous rachetez cette entreprise et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on rachète une entreprise. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui écoutent qui pourraient potentiellement. Hyper intéressant. Et en fait, finalement, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, la reprise d'entreprise. Alors, c'est quoi les premières étapes? On a repris l'entreprise, elle faisait à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour vous situer aujourd'hui. De francs ou d'euros? D'euros. D'accord. D'euros. Oui, donc pas si petit quand même. Et aujourd'hui, elle fait 750. Voilà. Alors, écoutez. D'abord, je suis seul parce qu'Alain Capestan ne m'a rejoint que 6-9 mois plus tard. J'échange avec lui par contre tous les soirs. D'abord, je décortique tous les comptes. Je sais tous les comptes. Tout, par cœur. Je sais combien on dépense, combien on gagne, combien on a de marge, combien on perd, etc., etc. Donc, je connais mes chiffres par cœur. C'est-à-dire que les chiffres, c'est pas le plus fondamental, mais si vous les connaissez pas, c'est pas la peine de diriger une entreprise. Bah, pas possible. C'est comme cet après-midi, là où je vais interroger mon ami Jean Covici sur le CO2, je connais tous les chiffres. Après, on va discuter, on va pas toujours être d'accord, mais si vous connaissez pas vos chiffres, vous pouvez pas discuter. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai reçu chaque salarié dans mon bureau entre un quart d'heure et 30 minutes.
Chaque salarié, il y en avait Chaque combien? salarié. Il y en avait une centaine à peu près. Non, il y en avait moins que ça. Il y en avait, on va dire, 40. Ok. Bon. Et puis j'ai pris des notes. J'aurais demandé ce qui n'allait pas. J'ai pris des notes. Bon. Et ensuite, en ayant reçu chaque salarié, j'ai pris 2 décisions. L'entreprise perdait de l'argent. Et j'ai monté les salaires. Pour les motiver. Parce que les salaires étaient trop bas. Et donc, j'ai parié sur le fait que leur motivation et leur implication allaient générer plus de marge et donc nous faire passer dans le vert. Ça a marché la première année. Hein. La première année, on a été bénéficiaire. La deuxième chose que j'ai faite, ça va vous faire rire. Mais elle a été décisive dans la façon dont les collaborateurs de voyageurs considéraient que je les écoutais. À l'époque, on n'était pas du tout implanté en région comme aujourd'hui ou à l'étranger, on n'était que à Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Ils avaient des fax, les gens, pour communiquer avec tous nos partenaires dans le monde entier. Et il y avait un fax pour tous les collaborateurs. Et c'était la queue au fax. Ils en pouvaient plus. Je vous vois venir. Fallait qu'ils marchent, fallait qu'ils se déplacent. Bah oui. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez acheté des fax. J'ai mis plein de fax. J'ai mis 400 fax. Ça m'a coûté 3 francs 6 sous. Et je suis devenu archi populaire. Donc j'ai fait du populisme. Mais en réalité, non, c'était pas du populisme parce que c'était nécessaire. Non, mais moi, je trouve je trouve intéressant. Vous dégradez un petit peu. Moi, je pense que la vision, c'est plus que vous avez essayé d'être à l'écoute pour les aligner. Bien sûr. Et pour faire en sorte qu'ils vous écoutent. Parce que le Et dirigeant. puis après, c'est parti, si vous voulez. Après, Pauline, ils m'ont suivi, quoi. Ouais. Puis j'ai vous les avez une fédérés. Force de conviction, par ailleurs, mais ils m'ont suivi. C'est-à-dire que je ils m'ont donné confiance, ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi, et après, derrière, on a déroulé le plan, quoi. Mais ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que vous nous dites, ça me fait réfléchir, moi, pour ma propre entreprise, c'est que, en fait, c'était 2 actions assez simples. Très simple. Mais fortes. Très simple. Et visibles. Très simple. Et c'était pas 150 actions petites. Enfin, c'était... Et la première action, il faut pas oublier, c'est de les avoir tous reçus. Oui. Même si en fait 3 actions. Même si je n'avais rien fait, mais en plus, en faisant, c'est-à-dire en résultant des écoutes que j'ai eues avec eux, bah, voilà, j'ai gagné la partie, quoi. Puis après, derrière, on a ramassé des montagnes. Et on s'est mis à avoir des taux de croissance de 10, 15, 20, 25%, quoi. Alors on va en parler, mais un autre sujet que je voulais aborder avec vous dans le cadre de tout ce que vous avez construit avec Voyageurs du Monde et les autres entreprises que vous avez acquises, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire de la croissance externe? Pourquoi est-ce que vous avez racheté d'autres boîtes en plus? Parce qu'on peut se dire, Voyageurs du Monde, c'est quand même un sacré bébé déjà. Vous nous l'avez dit, ça fait 750 millions, donc c'est quand même pas rien. Et pour autant, vous avez fait le choix d'acheter des petites boîtes plus petites en parallèle de ça pour constituer une sorte de groupe, si je me trompe pas. Exact. Alors, d'abord, la croissance de Voyageurs du Monde va de l'ensemble, hein, et quand même, si vous prenez les 30 années, hein, ça fait 30 ans maintenant à peu près, c'est 2 tiers croissance interne, 1 tiers croissance externe, déjà. D'accord. Ce qui est plutôt sain. Voilà. La deuxième chose, c'est que on a fait 2 types de croissance externe, en fait. On en a fait que 2. Hein. On n'a pas du tout fait sur le voyage sur mesure, parce que Comptoir des Voyages, on l'a créé. D'accord. Voyageurs du Monde, on l'a racheté et changé complètement de positionnement. By Native, on l'a créé, hein, la 3e marque du voyage sur mesure. Mais par contre, on a considéré que c'était bien qu'on ait un 2e métier, toujours basé sur nos fondamentaux qui étaient la vente directe et on vend du voyage et pas des vacances. Et qui nous permettent d'équilibrer les activités en fonction des cycles économiques de ces activités. Donc on a créé le pôle aventure. Et puis Terre d'aventure, pourquoi on l'a acheté? On l'a acheté parce que c'est une entreprise avec une marque fantastique, merveilleuse, qu'on connaissait hyper bien parce qu'elle était concurrente, c'était le grand concurrent bien plus important de désert, de petits voyagistes spécialisés, je vous rappelle, dans lequel on avait investi 4 ans plus tôt avant de prendre Voyageurs du Monde. Et puis cette entreprise avait été cédée à plusieurs reprises. Elle a été cédée à des gens qui ne comprenaient rien à cette entreprise. Rien.
Par exemple, ils voulaient mettre des piscines aux étapes de bivouac des marcheurs de Terre d'Aventure. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les salariés de Terre d'Aventure, les dirigeants de Terre d'Aventure salariés, sont venus nous voir. Ah ouais. Et ils nous ont dit, écoutez, Alain et Jean-François, c'est plus possible. Ces gens ne comprennent rien. Incroyable. Il faut nous sauver. Mais c'était un fonds d'investissement qui... Non, c'était pas un fonds d'investissement. C'était des particuliers qui avaient fait fortune dans la vente de frigos pour grande distribution. Il y a pas de, pourquoi, ils auraient pu être très forts par ailleurs, on comprend. Qui étaient des gens plutôt sympathiques d'ailleurs. Plutôt sympathiques. Pas cons. Mais qui, au fond, ne comprenaient rien. Mais pas clients de leur propre business, en fait. Ce qui est souvent un problème. Non, mais si vous voulez, même dans le voyage sur mesure de Voyageurs du Monde, cette espèce de voyage très authentique, très raffiné, avec beaucoup de contenu, surtout, qui n'est surtout pas luxueux, mais qui est très haut en service, très haut en raffinement, et pas forcément luxueux, il y a énormément de gens qui ne comprennent pas, y compris dans mon entreprise. Parce que c'est des positionnements subtils. L'aventure, c'est plus simple, mais visiblement, il y a des gens qui comprennent pas, puisqu'ils voulaient mettre des piscines aux étapes. Donc, ils sont venus nous voir pour nous demander de les sauver. Et nous, on a trouvé ça intéressant avec Alain, parce qu'on s'est dit, bah, ça va nous faire un autre métier, c'est une marque formidable, et c'est en ADN avec ce qu'on fait. Donc, on a fini par faire ce deal, et on a repris Terre d'Aventure. Mal nous en a pris, parce qu'on l'a fait 1 mois avant le 11 septembre 2001. On a quand même morflé, là. Bon. Enfin bon, on l'a fait. Et puis derrière, on s'est aperçu que dans ce métier de l'aventure, où on vend beaucoup de circuits accompagnés et pas que de l'individuel, même si aujourd'hui l'individuel dans l'aventure explose, donc en plus il y a une vraie synergie avec notre savoir-faire, il y avait une pression terrible sur les marges et sur les prix. Tout le monde vendait la même chose, etc. Et donc la meilleure façon d'éviter cette pression sur les marges et sur les prix, c'était d'acheter les concurrents. Et donc, on les a pas tous achetés parce qu'on en a encore plein, mais... Et vous avez jamais voulu l'intégrer parce que c'était trop différent. Enfin, on a non seulement pas intégré Terre d'Aventure, mais par exemple, Alibert Trekking, qui est un concurrent assez frontal de Terre d'Aventure, on l'a jamais intégré avec Terre d'Aventure. Moi, je déteste les synergies entre les boîtes. Je déteste ça. Je pense que c'est la meilleure façon de faire perdre de la valeur. Moi, je veux autonomie maximale, totale. Et donc, vous avez un general manager. J'ai un directeur général. Nous avons un directeur général chez Alibert Trekking. Nous avons un directeur général chez Nomad Aventure, qui a un positionnement encore différent. Nous avons un PDG et un directeur général chez Terre d'Aventure, qui est la plus grosse. Voilà. Donc, on a créé ce pôle aventure, pas croissance externe. Bon. Même si, entre le moment où on a acheté Terre d'Aventure et aujourd'hui, le chiffre d'affaires a triplé, hein. Voilà. Et puis, on a fait une deuxième chose. C'est qu'on a considéré qu'en dehors des pays francophones où on pouvait s'implanter nous-mêmes, pays étrangers francophones, on avait plutôt intérêt à faire de la croissance externe pour implanter notre savoir-faire dans le voyage sur mesure et dans l'aventure à l'étranger. Donc, on a acheté une petite entreprise de voyage sur mesure en Angleterre qui s'appelle Original Travel, puis une autre aux États-Unis qui s'appelle Extraordinaire Journée. Et que vous n'avez pas intégré aussi, c'est-à-dire pas de synergie. Jamais. On a fait une erreur. On a fait une erreur parce qu'en fait, l'ADN de Voyageurs du Monde, qui était basé 30 ans plus tôt sur je vends du voyage sur mesure, et 15 ans plus tôt avec un virage vers un très très haut niveau de service et un très haut niveau de contenu totalement lié à votre profiling, à ce que vous êtes et pas rien à voir avec le tourisme. Exemple, vous êtes passionné d'agriculture, vous allez en Inde, eh ben on va vous faire votre voyage en Inde, ok, très bien, mais vous allez aussi aller visiter des endroits en agriculture que vous serez les seuls à visiter de toute l'année de nos clients voyageurs du monde en Inde. Bon. Donc on est extrêmement loin sur cet aspect-là, le côté aussi très authentique, très vrai, l'anti-bling-bling, l'anti-cliché. Et ben tout ça, on n'a pas pu le transporter. On n'y est pas arrivé. Là, on vient d'y arriver chez Original Travel. Et vous n'y êtes pas arrivé, pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à des populations qui ne sont pas françaises? Non, pas du tout. C'est très adapté à la clientèle britannique, par exemple. Je vous pose la question parce que c'est un peu le positionnement que j'ai avec ma marque de joaillerie, donc ça m'intéresse. Je comprends. Alors, si vous voulez, le positionnement de Voyageurs du Monde est totalement adapté à la clientèle britannique. Ouais. Et par contre, les équipes britanniques que nous avions au moment où nous avons fait cette acquisition n'étaient pas capables de mettre en place ce positionnement. Alors, on a fini par y arriver. On a mis 5 ans. Et aujourd'hui, la croissance est de 25%. Mais en réalité,
On vient de s'implanter là, on va s'implanter, ouvrir dans les jours prochains à Zurich. Ah, c'est drôle. Donc là, en territoire germanophone, et ben là, on le fait en croissance interne. Et je ne ferai plus de croissance externe sur Voyageurs du Monde. C'est une erreur. Parce que l'ADN est trop fort, le positionnement est trop subtil, et en fait, on croit qu'on gagne du temps en faisant de la croissance externe, mais en fait, on en perd. Alors, c'est génial que vous me parliez de ça, Jean-François, parce que la question que je voulais vous poser depuis maintenant 5 minutes, vous avez évoqué le fait que vous avez un positionnement très subtil, beaucoup de finesse avec Voyageurs du Monde, et je vois exactement ce que vous voulez dire. Et pour tout vous dire, donc je ramène, désolé, les choses un petit peu à moi, mais ça m'intéresse du coup aussi beaucoup, j'ai aussi, je pense, un positionnement assez subtil, fait de beaucoup de dosage et de jugement avec ma marque de joaillerie, puisque c'est de la joaillerie haut de gamme, fabriquée en France, etc., mais quand même avec vraiment une justesse dans les prix, beaucoup de personnalisation, un peu comme vous le faites finalement avec Voyageurs du Monde. Et réussir à transmettre ce dosage, cette justesse à toutes les équipes, c'est extrêmement difficile. Et donc j'aimerais comprendre quel est votre secret, parce que visiblement vous y arrivez fort bien, pour réussir à faire en sorte que ça soit profond, que le positionnement soit profondément compris, de telle sorte que tous les collaborateurs le vivent et donc arrivent à prendre des décisions, parce que je ne veux pas être le goulet d'étranglement de mon entreprise, et c'est très difficile. Alors, cette question, elle est ultra pertinente. Et d'ailleurs, je suis en train de faire évoluer mon propre temps de travail pour y consacrer plus de temps, parce que j'ai 61 ans, je suis pas éternel, et je voudrais pas que ça disparaisse, cet ADN. Alors, la première chose à faire pour pouvoir maintenir cet ADN, c'est que le dirigeant l'incarne totalement. Moi, là-dessus, je suis un véritable facho. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre dérapage... Alors, dites-moi, faites-moi un exemple. Par exemple, vous avez une petite visite du Fort d'Admer à dos d'éléphant que je vois traîner sur un dossier. Je peux vraiment me fâcher très fort. Jamais vous croyez chez Tartampion Voyage, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous croyez je vais pas citer certains noms de mes confrères parce que ça serait insultant pour eux, je vais pas le faire, mais on ne peut pas faire ça chez les Voyageurs du Monde. C'est pas possible. Donc quand vous voyez vous arrivez... Donc je ne lâche rien. Vous ne lâchez rien et vous allez direct, quand vous voyez quelque chose, même quelqu'un que vous managez pas, vous allez lui dire, ça va pas. Direct. Okay. Par exemple, si je vois, vous voyez, l'ADN de Voyageurs du Monde, c'est le contenu, bien sûr, mais c'est aussi la mise en scène. La mise en scène, pour moi, est fondamentale, parce que la mise en scène porte les valeurs du contenu. Donc l'esthétisme pour nous est fondamental. C'est ce que j'appelle et puis les boutiques, les emailing, les catalogues, etc. Véhiculer la valeur de la vérité profonde de ce qu'on va vivre. Alors même moi, si je vois sur un bureau d'un de mes conseillers un calendrier de compagnie aérienne, je m'agace fortement. Et vous lui dites? Je lui dis et je le jette à la poubelle. D'accord. Donc vous allez au bout des choses. Voilà. C'est vrai également sur le service, c'est-à-dire que le service client, c'est l'antithèse du service interne. Quand je vois que qui que ce soit raisonne pour son propre confort interne contre mes clients, je m'agace extrêmement vivement. Et ce virage que j'ai fait prendre sur l'ultra-service et l'ultra-profiling il y a 15 ans, j'ai mis 15 ans à le faire mettre en place dans l'entreprise parce que je n'ai pas lâché une seconde. Bon, ça c'est la première chose. Après, il faut choisir ses collaborateurs. Bien les choisir. Il faut prendre des gens qui ont l'ADN. Déjà de base, ils comprennent. Voilà. Ou qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas, parce que très peu de gens l'ont, y compris chez Voyageurs, mais qui savent qu'ils ne l'ont pas. Donc, qui écoutent. Donc, ils sont très bons. Par exemple, le patron de mes équipes web, ou de mes équipes comptables, ou de je ne sais quoi, il n'est pas obligé d'avoir 100% l'ADN Voyageur. Oui. Il peut l'avoir pour partie. Sur certains points, pas sur d'autres. Ce qu'il faut pas, c'est qu'ils prétendent l'avoir et expliquer la vie aux autres. Ça, c'est gravissime. C'est le plus grave. Ça arrive souvent. Ça, c'est le plus grave. Alors là, moi, je peux vraiment chauffer, comme on dit. Ça, c'est pas possible pour moi. Vous êtes jamais laissé embarquer? Au début, quand vous avez débuté. Parce que c'est pas facile de dire non, c'est pas facile quand vous avez quelqu'un avec des convictions qui vous dit non, mais faut pas faire ça, faut faire comme ça. Jamais. Je suis quelqu'un qui est plutôt souple, qui écoute beaucoup, mais sur l'ADN Voyageur, je suis un véritable facho. Je suis terrible. Bon. Ensuite,
Vous voyez, en ce moment, là, j'ai lancé un truc, j'ai des cadres dirigeants nouveaux chez Voyageurs du Monde, en France ou ailleurs. Et c'est des cadres importants pour moi. Je veux qu'ils comprennent l'ADN de Voyageurs du Monde. Ils ne le portent pas complètement naturellement. Je leur en veux pas parce que c'est très compliqué. Je ne cherche pas à ce qu'ils aient tous ça. Par contre, j'ai demandé à une personne et plusieurs personnes chez moi qui le portent totalement, cet ADN, de les coacher et de les former pendant 1 an avec un programme précis. On leur explique qu'est-ce que c'est que l'ADN Voyageurs du Monde et concrètement comment on le pratique. Parce qu'il suffit pas d'avoir des mots, parce que ces mots vont pas leur permettre de comprendre profondément. Parce que quand vous le sentez pas, c'est spirituel presque, c'est très 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 intime cette histoire-là. Quand vous l'entendez intellectuellement par des mots, ça suffit pas. Du coup, moi, je leur ai demandé de prendre toutes les destinations de voyageurs et de leur dire voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on fait pas. Et voilà ce que c'est l'ADN voyageur et voilà ce que ce n'est pas. Pour leur permettre de progresser. Ouais. Et j'ai lancé ce grand chantier là-dessus. Hyper intéressant. Mais ça reste difficile. C'est tout l'enjeu, vous voyez, mon avenir idéal, ça serait de devenir chairman et plus directeur général, plus PDG. Mais là-dedans, je proposerai aux actionnaires, quels qu'ils soient, aujourd'hui c'est nous et quelques fonds, demain ça sera je ne sais qui, de conserver cet ADN, de conserver le fait que je m'occupe de garantir cet ADN. Ouais. Un peu comme aux États-Unis, Howard Schultz avec Starbucks par exemple. Voilà. Très très clair, je vous remercie 1000 fois. Vous avez évoqué justement le fait le financement, et je sais que vous avez donc des fonds à bord. Je sais pas si vous acceptez d'en parler, mais je trouve ça intéressant aussi pour des personnes qui nous écoutent de se dire que le financement il peut aider. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, on a besoin d'avoir des financements extérieurs? C'était pour accélérer le développement? Vous êtes posé la question? Vous avez dit, je veux plus être majoritaire, être encore majoritaire? Comment ça s'est passé? Non, je peux tout à fait en parler, sachant que mon point de vue, le point de vue que je vais vous exprimer là, il est très personnel. C'est pas forcément le point de vue de mes associés, d'accord, mes amis associés. D'abord, on l'a fait pour se développer. Par exemple, Terre d'Aventure, nous l'avons investi en faisant une augmentation de capital à l'époque avec la Société Générale. La deuxième chose, c'est que nous, on a toujours détesté les dettes. On n'a jamais eu de dettes. Les dettes, nous, on n'aime pas ça. Surtout dans ce métier où il faut intégrer l'aléa climatique, géopolitique, sanitaire. On a eu une très grave crise à peu près en moyenne tous les 3 ans depuis 30 ans. Donc attention. Beaucoup. Avoir de la dette et garantir des résultats, nous on a toujours détesté ça. Bon. Donc on a fait rentrer des financiers à l'époque pour se développer, et ensuite ce financier il a fallu qu'il le rende liquide, donc on a introduit la société en bourse, puis après on a fait rentrer d'autres gens, soit sous forme d'augmentation de capital, soit sous forme de cession d'actions de notre part, pas au début mais petit à petit à la fin. Mais ça s'est très bien passé, on a encore le contrôle en droit de vote. On n'a plus le contrôle en capital. Bravo. Ça s'est très bien passé. Ça a eu plein d'avantages. Ça nous a permis de nous développer. Ça nous a aussi permis de céder des actions et donc de protéger nos familles, parce qu'à un moment donné, et puis de rembourser votre dette personnelle. Donc voilà. Mais ça on l'a fait assez vite. Voilà. Mais c'est pas ce que je ferais avec le recul. Ah ouais. Non. Vous feriez quoi? Je crois que j'aurais préféré qu'on garde 100%. Mais vous auriez été plus lent. Qu'on fasse la moitié du chiffre d'affaires. Et qu'on soit totalement maître à bord. Écoutez, ça tombe bien parce que je viens de racheter pas mal de parts de ma boîte et je suis maintenant à 80%. Donc je me suis fortement endettée pour le faire. Mais ce que je veux vous dire, Pauline, c'est que là-dessus, c'est pas du tout une critique vis-à-vis de mes actionnaires actuels qui sont absolument charmants et qui sont toujours très bien comportés, que ce soit Montefiore, BNP, Certares qui est un fonds américain ou Crédit Mutual Equity. C'est pas un problème. C'est que je considère, moi j'ai jamais été un fan du développement et de la taille. En fait, ça m'ennuie. Si vous voulez, il y a une espèce d'obligation de croissance dans la tête des gens qui n'a absolument rien d'obligatoire. Moi, je veux la croissance de la qualité.
Je veux la croissance de l'ADN. Je veux la croissance des revenus de mes collaborateurs. Donc la croissance de la marge. Mais moi, faire 20 milliards de chiffre d'affaires, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai jamais compris ces gens dans les pages jaunes, pages roses, là, du Figaro, qui vous expliquent de façon extraordinaire qu'ils sont numéro 1 mondial de la Syrie. Je vois pas en quoi c'est intéressant. Mais c'est de l'ego, sans doute. Non, il y a des économies d'échelle, des puissances d'achat, faire plaisir à leurs investisseurs, parce que quand vous avez un investisseur, quelle que soit sa gentillesse, quelle que soit sa compréhension de l'ADN de l'entreprise, quel que soit ce qu'ils vous disent, on va t'accompagner, Jean-François, on s'aidera pas à n'importe qui, on va te suivre, etc. Ils sont là pour faire des plus-values, et c'est normal. Même la BPI qui est avec nous, ils sont là pour faire des plus-values. C'est l'argent de nos parents qui est investi dans des fonds de retraite, qui est investi dans les entreprises, voilà. Moi, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est pas ce que j'aurais fait avec le recul. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Mais c'est pas ce que pensent mes associés et mes amis, qui pensent qu'on a très bien fait. Parce que ça nous a permis de nous développer, parce que ça nous a permis de céder une partie de notre patrimoine et donc de protéger nos familles, ce qu'on n'aurait pas pu faire. Bien sûr. Ce dont je suis ravi par ailleurs. Moi-même. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des investisseurs qui sont rentrés, ils avaient une obsession, c'est qu'on cède jamais d'action. Parce qu'ils avaient peur qu'on s'en aille. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut gagner, sauf nous, quoi. Et par ailleurs, j'aurais 0 action, que je serais totalement investi dans l'entreprise, pareil, parce que c'est mon bébé. Cas. Donc, voilà. Donc, tout ça, globalement, ne m'a pas plu. J'aurais préféré qu'on garde, nous, ensemble, 100%. Voilà. Mais c'est un point de vue personnel. On peut pas le généraliser. Je vous remercie 1000 fois de le partager. C'est extrêmement intéressant. On va passer... alors, j'ai 2 sujets que je vais aborder avant de vous laisser tranquille, parce que je sais que vous êtes pressés. C'est quand même votre livre dont on peut parler, parce qu'il sort le 13, c'est-à-dire, je me rappelle pas demain, littéralement. Pourquoi est-ce que... Alors, on peut en parler pendant 1 heure, on va pas le faire, mais j'ai quand même envie de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à écrire un livre. Donc je comprends maintenant qu'avec les parents, enseignants, etc., il y a peut-être un côté un peu pédagogue. Pourquoi? Et puis le message que vous voulez faire passer avec ce livre, parce que j'ai d'autres questions après pour vous. En fait, j'ai écrit ce livre avec Mathieu, Belloir, qui est mon ami et également mon beau-frère, et qui écrit beaucoup mieux que moi et qui a écrit ce livre. En réalité, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, j'ai proposé l'idée générale du bouquin. Bon. En fait, je suis écologiste depuis très longtemps. Je considère que le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité sont des risques majeurs pour l'humanité. Pas pour la planète, La planète va aller très bien. Pour l'humanité. Et donc, quand je vois que les gens sont obsédés par l'héritage, vous touchez aux droits de succession, à la loi de finances, vous avez tous les Français dans la rue. Par contre, ça les dérange pas de laisser une planète qui va être désastreuse pour leurs enfants. Parce que nos enfants et nos petits-enfants risquent de vivre des moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, là, c'est du rien du tout ce qu'on vit, Bon. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus difficile. Et du coup, par ailleurs, je suis voyagiste. Je fais voyager les gens en avion, qui est un des trucs les plus, à la fois, émetteurs de CO2 et les plus difficiles à décarboner. Et je crois à l'utilité sociale profonde du voyage. Pour un tas de raisons. Bon. Donc, comment je fais avec ça? J'ai bossé. Ça fait 20 ans. Par exemple, les rapports du GIEC, moi, je les ai tous lus. J'ai pas lu les résumés pour décideurs. J'ai tout lu. Et avoir tout lu, d'ailleurs, me donne beaucoup de compréhension, beaucoup plus que si j'avais lu les résumés pour décideurs. Les 120 heures de Jean Covici, dont c'est 20 heures de cours des mines, j'ai tout écouté. Etc., etc., etc. J'ai discuté avec des écologistes décroissants, des écologistes ayatolesques, des écologistes technophiles. Tout ça, je connais. Et vous avez parlé aussi à des gens qui sont contre... Bien sûr. Donc vous avez fait vraiment le chemin dialectique complet, quoi. Climato-sceptiques. Je parle à des gens qui ne croient absolument pas à au réchauffement climatique généré par l'humain, ou du moins à ses conséquences mineures. Ou alors d'autres qui pensent que la technologie va tout sauver, etc., etc. Bon. Et tout ça me fait penser que, en fait, moi je suis convaincu qu'on peut pas dépasser 2 degrés. Que si on dépasse 2 degrés, on va dans le mur. Que ça me préoccupe pour mes enfants.
C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai créé avec mon fils la ferme du Perche, qui est cette ferme écologique qui est une espèce d'endroit incroyable où on a développé un modèle extrêmement efficient, économiquement et écologiquement. Mais je crois que on ne peut pas dépasser ces 2 degrés, mais qu'on est certain de les dépasser si on suit les courbes actuelles que nous suivons depuis 30 ans, depuis les premières COP en 95. En fait, en 95, on dit qu'il faut pas dépasser 1,5 degré, et on a déjà atteint ce 1,5 degré, ou du moins dans 6 ans on va l'atteindre. On est à 1,4 et demi, enfin bon, ouais, c'est ridicule. 6 ans, c'est demain. Et on avait atteint ces 1,5 degré, et on n'a toujours pas atteint le pic d'émissions. Alors, est-ce que les COP ont servi à rien? Non. Si les COP n'avaient pas eu lieu, je pense qu'on serait sur un scénario 5 degrés, et là on est parti pour un scénario 3 degrés. Bon. Et donc, comment on fait, alors qu'on sait qu'on va pas y arriver? On sait qu'on va pas y arriver, parce que coordonner 180 pays, 150 industries, les besoins sociaux des populations, etc., etc., croire qu'on va respecter les accords de Paris, c'est une foutaise. Et en même temps, c'est déjà pas le cas, donc. Voilà. Et en même temps, si on dépasse 2 degrés, on va dans le mur. Alors comment on fait? Et en plus, il y a cette histoire d'avion pour moi, c'est accessoire. Comment on fait? Bah pour moi, il y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas 50. Il y en a une. Il faut acheter du temps. Parce qu'en fait, on a réussi à démontrer, contrairement à ce que affirmé mon ami Jean-Marc Jancovici, qu'on a réussi à décorréler croissance économique et émissions de CO2. Il y a 27 pays, cette année, qui ont vu leur croissance du PIB être positive et en même temps décroître leurs émissions de CO2. Donc, c'est possible. Et d'ailleurs, on voit bien que la croissance mondiale des émissions ralentit. Et la population a augmenté aussi dans ces pays? Oui, mais la population, en fait, est un enjeu, contrairement à ce que dit le président Sarkozy régulièrement, est un enjeu qui n'a rien à voir avec les émissions de CO2. Plus vous avez une population mondiale élevée, plus vous avez des problèmes écologiques généraux. Ouais. Mais le CO2, ce n'est pas le cas. Le CO2, il est émis par les classes moyennes. Et les classes moyennes riches progressent dans le monde. Donc même si votre population mondiale divise par 2 dans les années qui viennent, on peut penser que ça sera possible dans les 100 ans qui viennent, la proportion, le nombre de gens qui auront un niveau de vie élevé sera plus élevé, donc les émissions de CO2 vont croître. Donc ils se trompent. Mais bon. Je faisais pas allusion à Sarkozy, je savais pas qui Non, ça, mais il n'y a pas que Sarkozy, il y a Okay. plein de gens qui vous expliquent que le problème du réchauffement climatique va être réglé par la décroissance de la démographie mondiale. Ouais. C'est faux. C'est faux. Point. C'est faux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut acheter du temps. Pour acheter du temps, donc parce qu'on pourrait décarboner, je pense, en 80 ans. Mais on peut pas décarboner en 40 ans. Ou 30 ans. Pour acheter du temps, il faut absorber du carbone, comme des fous. Alors, il y a 4 façons d'absorber du carbone. La première, c'est l'absorption industrielle. Pas du tout à la hauteur des enjeux en termes de volumétrie nécessaire pour ne serait-ce que, par exemple, diviser par 2 les besoins de diminution des émissions de CO2 tels que les prévoient les accords de Paris. Pas du tout à la hauteur des enjeux. On est dans l'epsilonesque et en plus, technologie pas au point. Donc, on oublie. Les océans. Génial, ça absorbe beaucoup de CO2, mais on sait pas l'accélérer. On sait pas le faire. Troisième solution, la meilleure et de loin, la plus efficace en volume, les sols. Alors là, on change l'agriculture mondiale, on fait ce que fait la ferme du Perche et plein d'autres fermes dans le monde qui font de l'agroécologie, c'est-à-dire qu'elles absorbent du carbone plutôt qu'elles en émettent. Mais alors là, on va pas gagner du temps, on va en perdre. Parce qu'il faut changer toute l'agriculture mondiale, on va l'expliquer à monsieur Trump et à monsieur Lula que les agriculteurs brésiliens et américains font n'importe quoi. Là, laissez tomber, il va se passer un siècle, on n'aura rien fait. Il reste une dernière solution, c'est les arbres. Alors les arbres, c'est génial. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que ça marche pas. Regardez la forêt amazonienne, c'est au mieux en neutralité carbone, ce qui est vrai. Regardez, il y a des incendies, etc., etc. Mais on s'en fout de ça. Les arbres jeunes absorbent beaucoup de carbone pendant 40 ans minimum. Il y a un Anglais qui s'appelle Crotter, qui est un chercheur anglais
et qui a démontré, en voulant mesurer le nombre d'arbres qu'il y avait sur Terre, 3000 milliards d'arbres, il l'a mesuré, qu'on pouvait en planter 900 milliards de plus, sans toucher aux activités humaines ni agricoles, et pas sur des prairies évidemment, hein, parce qu'une prairie absorbe autant qu'une forêt. D'accord. Faut savoir ça. Donc, on pourrait, et en plus, si on le fait bien, en faisant pas de la monoculture, en plantant des essences adaptées au réchauffement climatique selon les régions, générer plein d'autres services écologiques comme faire baisser la température, augmenter la biodiversité, enfin bon, au-delà du CO2, en plus c'est très intéressant. On pourrait planter 900 milliards d'arbres supplémentaires dans le monde. Bon. Et là, on achèterait du temps. Nous, ce qu'on propose avec Mathieu, c'est de planter 180 milliards à 250 milliards, donc juste 20 à 25% du potentiel gros terre, sur 10 ans, donc 10% de ça chaque année, donc c'est réaliste. En gros, c'est planter 2 fois plus d'arbres par an qu'on en plante aujourd'hui dans le monde. Et si vous faites ça, vous allez diviser par 2 ou d'un tiers, selon le scénario que vous choisissez, les besoins de baisse des émissions que proposent les accords de Paris. En clair, si entre 2025, pic théorique censé être atteint des émissions, et 2030, vous devez baisser vos émissions de 3% par an au niveau mondial, ce qu'on sait, je vous le rappelle, qu'on ne fera pas, eh bien avec notre scénario, on peut se contenter de les baisser de 2% si on baisse d'un tiers, ou de 1,5% si on baisse de 50%. Et si c'est pas encore suffisant et qu'on peut baisser que de 1%, eh ben c'est pas grave, on va passer à 400 milliards d'arbres. Et ça, c'est possible. Et ça me coûterait pas très cher. En gros, 550 milliards de dollars. Et one shot. Alors qu'on est censé donner le double par an aux pays en voie de développement, par an, hein, pour assumer leur transition. Donc il faut acheter du temps. Et si vous achetez du temps, dans 40 ans, les technologies vertes seront là. Vous aurez transformé l'utilisation des hydrocarbures par de l'électrification. Vous aurez fabriqué énormément d'énergie électrique décarbonée, nucléaire, solaire, éolien. Faut tout faire. Hein. Enfin, en tout cas, ce que je constate, Jean-François, au-delà du fond, c'est qu'on sent que vous allez au bout des choses. C'est-à-dire qu'on peut pas faire ça par hasard. Et à un moment donné, j'ai voulu proposer ça à mes amis des think tanks qui publient toujours ce que je leur propose. Mmh. Et là, en gros, entre ceux qui sont pas du tout écolos, plutôt à droite, et qui ont pas voulu me publier, et ceux qui sont plutôt à gauche, mais qui ont eu peur des écologistes ayatollahesques, parce que ma solution, soi-disant, empêcherait de diminuer. Alors, c'est pas vrai. Moi, je dis, on va diminuer, mais moins vite. Et dans 40 ans, ou dans 30 ans, on va diminuer beaucoup plus vite, parce qu'on sera prêt pour rattraper le retard qui aura pas pénalisé le climat, parce qu'on aura absorbé du carbone. Bon. Et ben, du coup, ces gens m'ont vivement agacé, pour pas dire plus. Et du coup, un jour, quelqu'un m'a dit, mais fais un bouquin. Ben, allons-y, on fait le bouquin. Et c'est vachement mieux parce que tout le monde en parle. Alors que si j'avais publié ça dans un think tank aussi prestigieux soit-il, il y aurait 3 intellectuels qui l'auraient lu et on l'aurait oublié. Le livre s'appelle L'apocalypse climatique n'est non, pas une fatalité. Le chaos climatique. Pardon, le chaos. Vous voyez, j'ai mal fait mon travail. Ah, mais c'est pour ça, j'ai pas si mal fait mon travail. Donc le chaos climatique n'est pas une fatalité. Ça sort le 13, voilà, donc ça sera publié un peu plus tard, mais donc le 13 février, ça sera disponible. Jean-François, je suis obligée de passer complètement du coq à l'âne aux dernières questions de ce podcast parce que votre temps est précieux. C'est un crible où je vous pose des questions personnelles. Vous allez voir un peu presque philosophique. La première, est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec dont vous pourriez me parler? Au-delà du grand échec, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Qu'est-ce que ça vous a appris? Ah oui, j'ai vécu un immense échec dans ma vie. C'est très intime, ça risque de vous choquer. Ne le soyez pas. C'est la vie. J'ai provoqué un accident qui a tué ma fille. Et en plus, cet accident, je l'ai provoqué en voulant aller fumer. Donc en plus, la double peine. Et donc ça vous montre, et j'ai manqué d'attention. Donc ça vous apprend évidemment l'humilité profonde, quoi. J'ai fait le truc le pire possible de ma vie. Je peux pas faire pire. Donc
quand quelqu'un me dit, ah, Jean-François, tu donnes l'impression d'être arrogant, de toujours avoir raison, etc. Je dis, oula, je suis pas bon là. Parce qu'on n'a jamais raison à 100%, on fait jamais tout à 100%. Regardez les gens les plus brillants. Je vais vous donner 2 exemples. Hein. On va raconter ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais il est brillantissime. On va raconter ce qu'on veut d'Elon Musk, mais il est brillantissime. Vous avez vu le nombre d'erreurs qu'ils font? Donc, je pense que des erreurs, on en fait tout le temps. Il faut l'accepter, il faut les comprendre, il faut progresser. Moi, je me suis même pas reproché à moi cette erreur. J'ai pas eu la culpabilité, même si j'adorais cette petite fille. Non, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai eu le sentiment, surtout, qu'il fallait que je fasse attention. Il fallait que je progresse. Merci d'avoir partagé ça. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ben, pas grand-chose à part ce que je viens de vous dire, bien sûr. Si j'avais pu être plus sage plus tôt, garder mon énergie, mon enthousiasme, mais être plus sage plus tôt, moins excité, plus nuancé. Mais est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce que ça aurait pas freiné votre succès et tout ce que vous avez fait? Est-ce que c'est possible? J'aimerais être plus discipliné. Je suis pas très discipliné. Je suis quelqu'un d'excessif. Explosif. J'arrête de boire pendant 3 mois, et puis après, je vais aller passer une soirée, je vais prendre 4 verres. Vous voyez, tout est comme ça, quoi. Une autre question, je pense qu'elle va vous plaire. J'espère, vous savez, je suis joaillière, donc dans la vraie vie, on va dire, podcasteuse by night. Et donc, j'aime bien la question du beau, de l'esthétique. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce que vous trouvez beau? Soit visuellement, soit émotionnellement. Bah, le beau habite ma vie. Avec Nathalie, mon épouse, on a essayé de se construire des lieux personnels qui soient toujours très beaux, pour bien se sentir dedans, pour avoir des bonnes ondes, pour en profiter. Puis le beau, ça véhicule la vérité. Et puis moi, je crois, contrairement à beaucoup de gens, que le beau est universel. Moi, je crois pas du tout au goût et aux couleurs. Moi, je crois au mauvais goût et au bon goût. Ça déplaît, mais c'est comme ça. Je pense que chacun a son goût, mais que le beau est universel. Et d'ailleurs, on peut dire tout ce qu'on veut de Voyageurs du Monde, mais personne ne nous dit que ce qu'on fait n'est pas beau. Personne. Ça a d'ailleurs été, je pense, l'une de vos innovations. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais découvert, les lieux sont magnifiques. Il faut rentrer déjà pour aller voir Sainte-Anne. Et parce que le beau, ça véhicule la vérité. Et la vérité, ça véhicule l'émotion. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que l'émotion? Puisqu'on essaye de vendre comme expérience, c'est la compréhension intime d'un pays. Et vous pouvez pas la toucher en étant dans un groupe. Vous pouvez pas la toucher dans un restaurant pour touristes. Vous pouvez pas la toucher dans un moment de surtourisme. Pas possible. Pas possible. Donc le beau, c'est un des éléments clés qui anime ma vie et qui m'a rendu heureux. Et c'est quelque chose que j'ai pas évoqué en début de votre podcast, mais que ma maman véhiculait. Ma mère a toujours été extrêmement sensible au beau. À l'inverse, Jean-François, qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous trouvez laid? Vous savez, on a chacun des défauts qu'on supporte pas des autres. C'est pas les mêmes selon les autres, etc. Même si on devrait être plus tolérant parce qu'il y a toujours des explications, des contextes, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la lâcheté, avec le manque de générosité et le manque d'empathie. Pour moi, ça c'est laid. La lâcheté, c'est très laid. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui vous a porté à un moment, que vous répétez, qui compte pour vous? Vous pourriez nous partager? Il y en a une qui était à l'affiche de mon bureau parce qu'elle me ressemblait. C'est pas la seule qui me parle, hein. Mais c'était de La Rochefoucauld qui dit qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Celle-là, elle m'allait bien. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Est-ce que vous avez une opinion ou une croyance qui est controversée? Alors sur le climat, j'ai l'impression,
c'est une question où on peut se dire, vous constatez que le monde autour de vous, en particulier, on va dire les médias, les réseaux sociaux, etc., ne sont pas en phase avec quelque chose que vous, profondément, vous croyez. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a une que je viens d'évoquer, c'est que je pense que le beau est universel. Que abîmer un lieu, une ville, en faisant n'importe quoi, au prétexte que le goût est subjectif, non. Non. Il y en a une autre, c'est que moi je pense que la sincérité est le meilleur atout pour convaincre. Que ce soit en politique ou en entreprise. Et beaucoup de gens me traitent de naïf. Mais je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'en fait, ils ont rien compris. Y compris en politique. Et d'ailleurs, les plus grands hommes politiques de l'histoire de l'humanité étaient des gens sincères. À commencer par Marc Aurèle. Et c'est quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que je ne partage pas avec la plupart de mes concitoyens. Merci aussi pour ces mots que je partage avec vous. Un sujet sur lequel vous auriez changé d'avis, qui vous vient à l'esprit. Ça peut être récemment ou il y a quelques années même, pourquoi pas. Oui, il y en a un. Alors, l'exemple paraît très anodin, mais il signifie beaucoup de choses en fait. J'étais convaincu que les ordinateurs ne battraient jamais des humains au Go. J'étais convaincu. Puis un jour, des ordinateurs avec un début d'intelligence artificielle ont battu les meilleurs joueurs de Go au monde, sans pour autant étudier toutes les combinaisons comme ils le font aux échecs, donc en ayant une vraie courbe d'apprentissage. Et donc, j'en ai déduit que le potentiel de la technologie était supérieur à ce que je pensais. Et en particulier, on dit toujours que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les humains sur le plan émotionnel. Mais j'en suis pas sûr. Intéressant. J'en suis pas sûr. En tout cas, je pense qu'elle sera capable de remplacer pas mal d'humains qui ont pas beaucoup d'émotionnel. Qui l'ont caché pour différentes raisons, etc. Et donc, je ne sais sur ce sujet, j'avais la certitude que non, et je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ma dernière question pour vous, Jean-François, c'est un ou des livres qui vous ont à un moment donné vraiment marqué, impacté, qui ont eu vraiment, qui ont compté pour vous, qui vous ont fait peut-être fait changer d'avis justement, réfléchir différemment au monde. Vous avez un ou deux livres qui vous viennent à l'esprit? Alors il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que si la dernière activité dont j'aimerais me passer, c'est la lecture. C'est la seule que j'aime profondément et dont j'aimerais ne pas me passer. Le premier qui m'a marqué le plus dans ma vie et qui m'a fait comprendre la puissance de la culture bouddhiste tibétaine, qui est à la compréhension des origines, des souffrances psychiques humaines, ce que sont les Américains sur le business. Ils en ont écrit autant là-dessus que les Américains sur le business. Si vous rentrez dans une boutique, dans une librairie américaine, vous allez voir, vous avez 80% des rayons qui sont sur management, business. Bon, moi je trouve ça effrayant, mais enfin bon. Et donc, le premier livre qui m'a le plus marqué, c'est ce livre qui explique, et alors qui n'a rien de religieux, qui explique profondément les causes de la souffrance psychique humaine. Il y en a plusieurs, mais je peux vous citer un livre, par exemple, c'est le livre des morts tibétains. Le livre des morts tibétains, d'accord. Un peu complexe, mais d'une puissance inouïe. En fait, j'ai pu aborder cette culture parce qu'avec la mort de ma fille, il a fallu que je comprenne un peu mieux la mort et l'impact sur les humains, et du coup, j'ai approfondi le sujet, quoi. Et j'ai vu que les plus compétents au monde sur ce sujet, ce sont les bouddhistes tibétains. Après, il y a un autre livre, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Peut-être un deuxième. Les Bienveillantes. Les Bienveillantes m'ont beaucoup marqué, je les dévorais. Je me souviens, j'étais dans notre petite cabane du Cap Ferret, on venait de la rénover. J'étais au milieu de la jungle, à la pointe, là.
dans une maison, dans une chambre, avec des baies vitrées sur la jungle du Cap Ferret. Et j'ai passé 3 jours dans cette chambre et j'ai dévoré ce livre. J'étais seul. Et ça m'a juste conforté sur ce que je pense depuis des années, c'est que ce qu'ont subi les Juifs et ce qu'on leur a fait avec la Shoah est le truc le plus épouvantable de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, ce livre m'a vraiment touché, profondément touché, quoi. Mais il y en a beaucoup d'autres. La lecture, c'est fascinant. Je sais, j'ai même un book club, figurez-vous, parce que, en tant que littéraire, comme vous savez, je pense qu'on perd un peu aujourd'hui. On perd beaucoup. Puis alors moi, je lis jamais je lis les médias en ligne, tout ça, mais jamais je vais aller lire sur une liseuse et tout ça. Pour moi, c'est insupportable. Quand je pars en voyage, longtemps, l'été, ou que je travaille à distance, parce que je fais les deux, je mélange, je prends une valise de bouquins, je m'en fous que ce soit lourd. Je m'en fous, c'est pas mon problème. J'ai ma petite bibliothèque de l'été. Vous avez votre bibliothèque portative. Voilà. Un nouveau concept peut-être pour Voyageurs du Monde. Pardon? Un nouveau concept peut-être. Ouais. Jean-François, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Merci à vous, Pauline. C'était formidable. Je vous remercie pour votre générosité et pour votre sincérité d'avoir partagé autant de choses avec nous. Moi, ça m'a touché et je suis sûre que ça touchera l'audience. Et justement, si jamais ils souhaitent en savoir plus, déjà, on va voir le livre, évidemment, qui sort et qui est disponible un peu partout, je pense. Oui, bien sûr, partout. Et puis, d'autre part, on va faire un tour chez Voyageurs du Monde, rue Sainte-Anne, sur le site internet, etc. Et puis, partout, bien sûr. Maintenant, c'est plus uniquement à Paris. Et si on veut vous suivre, vous êtes un peu présent quand même sur LinkedIn, si je me trompe pas. Alors, LinkedIn, non. D'accord. Non, parce que j'y suis jamais allé et je veux avoir le moins de réseaux sociaux possible. Je suis sur Twitter. D'accord. Malgré la controverse. Je suis pas convaincu qu'il faille quitter Twitter. Même si je suis hésitant. Et je suis sur Instagram. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on peut me suivre. Très bien. Et je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Je vous en prie.